Good. Donc, aujourd'hui, on va parler un peu du Kanban et puis particulièrement de Kanban pour les équipes de Scrum. C'est quoi Kanban? Donc, Kanban, c'est une stratégie visant à optimiser le flux de valeur grâce à un processus utilisant un système de pool tiré et limitant le travail en cours. Comme on peut le voir sur ce schéma, c'est une approche de modélisation visuelle du travail qui permet de voir le workflow, les différentes étapes par lesquelles une tâche peut passer avant d'être livrée. Et pour ce, là, on a par exemple une visualisation, une modélisation assez simplifiée des états qu'une tâche peut avoir. Donc, on a toujours pour tout le travail qui arrive, doing ou in progress ou en cours pour le travail qui est en cours d'être fait, ensuite terminé. Donc, voilà minimalement les états qu'on peut avoir. Mais généralement, dans la vraie vie, à cette étape doing ci, on a plusieurs autres étapes dans un projet de développement. Par exemple, on peut avoir développement, on peut avoir test, on peut avoir plein d'autres choses en fonction de chaque équipe. Donc, lorsque on a défini les différentes colonnes qui sont les étapes par lesquelles une tâche peut passer, on va mettre des contraintes dans notre flow, telles que des limites sur le travail en cours pour ne pas prendre trop de travail en cours et ne pas le livrer. Vu que Kanban est orienté vers l'optimisation de la production de valeur. On doit produire le maximum de valeur le plus tôt. Avec le board Kanban, comme je le disais, on est focus sur la livraison de la valeur le plus tôt. Donc, le plus tôt, on prend une tâche, on démarre une tâche, une activité, une user story, appelez ça comme vous voulez. On doit la livrer le plus tôt avant de prendre d'autres activités. Pour y parvenir, on définit ce qu'on appelle des limites dans chaque colonne. Ce qui fait que ici, par exemple, on a une colonne qui a une limite de 3 tâches. On ne peut pas prendre une quatrième tâche tant qu'on n'a pas fait avancer l'une des tâches qui est ici. Et de la même manière, si devant, c'est aussi plein, on va se focaliser à libérer la colonne d'après et faire avancer le travail qui est déjà avancé jusqu'à ce qu'on crée de l'espace. Et de manière logique, on voit ainsi qu'on pousse, on se focalise plus à pousser le travail qui est déjà démarré et donc à faire terminer les tâches déjà en cours au lieu de prendre le travail supplémentaire. Ça permet, de cette manière, ça permet que l'équipe travaille ensemble au lieu d'avoir dans une équipe des personnes qui évoluent en silo. Pourquoi? J'ai souvent eu à gérer des équipes où on se dit on travaille ensemble, mais c'est vraiment du silo. Ça veut dire quoi? Les développeurs se considèrent comme une équipe dans l'équipe, les testeurs se considèrent aussi comme une équipe dans l'équipe, et ainsi de suite. Et le travail bloque souvent. Pourquoi? Parce que les développeurs, lors du stand-up, il va te dire, bon, côté développement, nous on a terminé. C'est juste côté test qu'il y a encore le travail. Comme si on avait affaire à deux équipes. Or, lorsque le développeur ne peut pas prendre un travail supplémentaire parce que ça bloque devant, il va se retrouver obligé d'aller prêter main forte à, à l'équipe ou aux personnes qui travaillent sur les tâches qui sont au stade bloqué, renforcé pour faire avancer, pour que lui aussi à son tour, ça puisse dégager de l'espace dans le statut, dans la colonne ou le statut où il travaille et prendre du travail supplémentaire. Et cette limitation est un facteur clé très important euh, de l'approche Kanban. Bien que on ait défini des limites dans des colonnes, on peut avoir tout de même des exceptions qui se présentent. Prenons l'exemple d'une application bancaire. On a par exemple le système qui crache en production, le serveur s'arrête pour une raison quelconque. Ça, c'est un incident de priorité tellement élevé qu'on ne peut rien faire d'autre tant que ce n'est pas résolu. On peut, pour cela, passer par ce qu'on va appeler des tâches expéditives.
On crée une tâche expéditive, on peut sursoir tout le reste, on la fait d'abord évoluer de manière exceptionnelle, même si on dépasse la limite, ça ne dérange pas. Il y a une activité de priorité très élevée qui est arrivée, on résout ça, on livre et puis on revient à la fréquence normale. On a donc dans Kanban le concept de swim lane. Donc on définit des lignes comme ça c'est la swim lane des activités qui évoluent. Normalement, on peut avoir une autre swim lane pour les activités urgentes et puis une swim lane pour des activités fixes. En fonction de l'équipe, chaque équipe peut organiser ses swim lanes comme elle veut, euh, sachant tout de même qu'on a la limite dans les colonnes en fonction du travail qui peut être commencé, qui peut être pris. Et aussi, on a les policiers qui permettent de définir les conditions pour qu'une tâche avance, pour qu'une tâche change d'état. Quelles sont les conditions qui doivent être remplies. Donc, on peut voir ça comme les critères d'entrée et de sortie dans chaque étape. Dans les pratiques de Kanban, il y a bien sûr la visualisation du flux de travail. Comme on l'a dit, on doit tout le temps voir comment est-ce que le travail avance, de telle sorte que quand on regarde notre board Kanban, on a une idée directe sur le statut du travail, où est-ce qu'il y a des blocages. Si on voit par exemple que sur une colonne, c'est statique, c'est plein, ça attire directement l'attention et on peut commencer à se poser les bonnes questions pour identifier c'est quoi le blocage, pouvoir le résoudre, trouver des approches pour améliorer. Est-ce qu'il faut splitter encore cette colonne-là? Est-ce qu'il faut? On commence à se poser des questions. Pourquoi ça bloque? Ensuite, on a parlé déjà de la limitation du travail en cours. On peut faire cette limitation sur l'ensemble des activités de tout le flow et encore de manière atomique sur chaque colonne. On met une limite. La gestion active du travail. Chaque tâche qui est démarrée doit être livrée. On ne doit pas prendre une activité et la laisser à un statut et puis l'oublier juste. Ça va faire que dans les KPI qu'on aura définis, ça va créer un peu d'écart parce que tu as une activité dont le temps de cycle, comme on va le voir plus tard, est assez grand parce qu'on a laissé la tâche traîner dans le flow pendant longtemps. Donc, on doit gérer chaque tâche de manière active. L'inspection et l'adaptation de la définition du flow. Donc, le flow, au début, on le définit de manière standard, basique. Quand on démarre, on peut avoir un flow tel que présenté ici. On démarre avec ça. Chaque fois qu'on avance, on découvre, on se rend compte que notre flow ne nous permet plus de travailler aisément. Il faut l'adapter. Donc, on rentre là dans les principes encore d'agilité, d'inspection, adaptation, à chaque fois amélioration continue. Je parlais des métriques de Kanban. Et dans ces métriques-là, on en a quelques-uns qui sont fondamentales, qui sont toujours utilisés. Là, c'est un diagramme cumulatif de flow qui permet de ressortir généralement dans les projets utilisant l'approche Kanban, les KPI qui permettent de donner une vision, une vue globale de comment est-ce que le projet avance. Et dans ce diagramme, quels sont les éléments qu'on ressort? On voit déjà le travail en cours, work in progress, on en a déjà parlé. Quelle est la quantité de travail qu'il y a en cours? On s'est dit, il ne faudrait pas en prendre beaucoup. Il y a une loi dans Kanban qui nous dit, on appelle ça the little law. Plus on prend du travail, moins on livre de la valeur. Plus tu prends du travail, tu fais entrer plus de travail, tu es focalisé à faire entrer beaucoup plus de travail au lieu d'être focalisé à faire sortir davantage le travail. Et tu vas te créer des goulots d'étranglement par endroit. Donc, on doit prendre le moins de travail, se focaliser à livrer ce travail avant d'en prendre d'autres activités. Le temps de cycle, comme je l'ai dit avant, le temps de cycle, c'est le temps qu'une tâche prend du moment où on la démarre jusqu'à sa livraison. On doit être focalisé vers la livraison le plus tôt, c'est-à-dire avoir des activités qui ont un temps de cycle relativement faible. Et on peut voir la moyenne à travers ce graphe-ci, si c'est un graphe qu'on monitor dans notre projet.
Un autre élément de KPI qu'on suit dans Kanban est l'âge euh, des tâches. Donc l'âge des tâches, c'est juste le temps. C'est juste le temps euh, écoulé entre le moment où on a démarré la tâche et aujourd'hui. Je veux dire quoi? Si on a commencé une activité, une tâche lundi et aujourd'hui c'est samedi, la tâche n'est pas encore terminée, euh, l'âge de cette tâche-là sera de 5 jours. Ensuite, on a le débit. Donc, le débit qui peut souvent s'apparenter à la vélocité. Mais ici, c'est la quantité de travail qu'on qu'on peut livrer sur une période. Si on se définit par exemple une période de 4 semaines. En 4 semaines, c'est la quantité de travail qu'on livre. C'est ça notre débit. Voilà les éléments, les métriques fondamentales qui sont suivies quand on utilise Kanban. Quand est-ce qu'on choisit Kanban? Pourquoi et quand on choisit Kanban? Déjà, lorsque euh, on est dans un projet qui n'est pas encore stable, qui est très dynamique, des choses changent assez régulièrement, chaque jour il y a un changement. Euh, et puis, on n'a pas des objectifs déjà connus, donc on n'a pas une roadmap qui est connue, on n'a pas des sprints qui se dessinent déjà, donc les choses ne sont pas encore claires. On peut démarrer avec une approche Kanban ou encore lorsque on travaille sur plusieurs petits projets. Je vais prendre un exemple dans un contexte où j'ai travaillé. J'ai travaillé par exemple dans une institution financière où le travail consistait à intégrer des banques dans un réseau de paiement. Et pour intégrer une banque dans un réseau de paiement, ça pouvait prendre environ 2 semaines. Et un gestionnaire de projet, un chef de projet pouvait avoir environ 10 banques qu'il intégrait à un certain moment. Et l'intégration, c'était une séquence d'activités. Il y avait plusieurs comme ça en cours. Pour ce cas-là, on avait décidé de choisir Kanban. C'était facile de choisir Kanban parce que des nouvelles personnes pour intégrer, ça arrivait chaque jour. Dès que vous venez, on vous met seulement dans notre pipeline Kanban, on vous fait suivre là-dedans. Ça changeait chaque jour. C'était des projets très courts et puis des tâches, des activités bien connues. On utilisait Kanban. Aussi, lorsqu'on est en support, quand on est en support, le travail à faire n'est toujours pas connu à l'avance. Souvent, le travail, ça arrive du jour au jour lorsqu'on met les activités de support ou bien les activités d'ops, de maintenance de serveurs, de résolution d'incidents, les tickets qui arrivent, ça arrive au jour le jour. Les problèmes surviennent au jour le jour. Et quand ça arrive, les incidents, des problèmes, des requêtes, des requêtes des utilisateurs, si on utilise, si on est dans le process IT, où on a tous ces éléments-là, Kanban est assez adapté. Donc, comme je l'ai déjà dit, quand on n'a pas souvent les objectifs de livraison connus, et aussi souvent dans les startups où les choses changent très rapidement, on peut être en mode Kanban. Voilà des critères qu'on peut regarder dans un environnement avant de se dire, et pour ce contexte-ci, Kanban est assez adapté avec l'agilité en fonction du contexte. On doit choisir l'approche la plus appropriée. Donc, pour ceux qui sont déjà assez familiers avec Scrum, Scrum n'est pas toujours la solution magique à tous les problèmes. Il y a des situations où Scrum n'est pas la solution adaptée. Et si, dans un contexte, vous voyez que votre contexte remplit les éléments que j'ai cités là, je pense qu'il faudrait réfléchir à prendre Kanban. Maintenant, Kanban et Scrum, ces deux éléments vont généralement de pair. Si vous avez suivi notre cours sur Udemy, vous verrez que ces deux vont presque toujours ensemble. C'est vrai que dans le framework, le référentiel Scrum, on n'en parle pas. Mais sauf que dans la pratique, il est difficile de voir une équipe qui fait Scrum sans utiliser un bot Kanban, par exemple, parce que
ça accompagne les éléments de Scrum, par exemple la transparence. Votre board, ça vous donne une certaine transparence. Et les KPI de Kanban, comme on peut le voir ici, accompagnent les événements Scrum. Par exemple, le temps de cycle. On peut utiliser le temps de cycle dans les rétrospectives euh, de, 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 de sprint pour se rendre compte que on a un temps de cycle, par exemple, élevé. Pourquoi est-ce que notre temps de cycle est élevé? On commence à investiguer, on se pose des questions. Le débit, on peut utiliser le débit lorsqu'on fait la planification, notre sprint planning, on peut utiliser le débit. Si on se rend compte, par exemple, que au sprint dernier, on avait par exemple un débit de 50 stories, bien de 50 story points, en fonction de comment est-ce qu'on fait notre calcul. Dans une vidéo précédente que vous pouvez retrouver soit dans le cours, soit sur YouTube, on montrait comment est-ce que vous pouvez calculer vos KPI, les débits et tout. Je vous invite à la regarder. Donc, lorsque on connaît le débit de l'équipe, on sait quelle quantité de travail on peut prendre pour le sprint qui commence. Et aussi, pendant les revues, lorsqu'on présente aux clients les rapports, on peut lui montrer notre débit et de ce débit soutenir notre prédictibilité qui permet d'estimer une date de livraison de certains livrables. Et aussi dans la rétrospective, on peut utiliser cette entrée pour bien sûr améliorer nos processus. Le travail en cours, lors des délits, lorsqu'on fait notre délit, on regarde le tableau de bord, on voit une colonne, on se rend compte que sur la colonne-ci, ça traîne, il y a beaucoup de tâches. Ça permet de commencer à investiguer l'âge des items du story, par exemple. Si on voit une story qui fait, par exemple, 10 jours sur place, ça ne bouge pas. Son âge, c'est déjà peut-être 10 jours. Et qu'on a un temps de cycle, par exemple, de 5 jours. On a une story qui a déjà 10 jours. Il faut se poser des questions. Il y a forcément quelque chose qui cloche. Il faut investiguer. Donc, voilà comment les KPI de Kanban ou encore les éléments de Kanban permettent de compléter Scrum. Et du coup, les deux vont toujours de manière euh, très jointe. Il est difficile de les séparer dans la pratique. Les avantages d'utiliser Kanban pour une équipe Scrum. Bon, les avantages sont vraiment nombreux. Là, on a juste essayé d'en esquisser certains. Euh, on a une meilleure visibilité avec Kanban. Les tableaux Kanban offrent une visibilité en temps réel de l'état d'avancement des travaux. Comme on l'a déjà dit, cette transparence permet aux équipes d'identifier et de traiter les problèmes plus efficacement. On a également la flexibilité. L'accent mis par Kanban sur le flux permet aux équipes de s'adapter à l'évolution des priorités. Les équipes peuvent redéfinir les priorités et réaffecter les éléments de travail en fonction des besoins sans perturber le processus global. On a également l'amélioration continue que ça apporte à Scrum. Ça apporte à Scrum des éléments d'amélioration continue. Kanban encourage les équipes à réfléchir régulièrement sur leur flux de travail et y apporter des améliorations progressives. Donc, lorsque dans la rétrospective, on se rend compte que dans notre flux, dans notre board, parce que le flux est représenté par le board des les différentes étapes, c'est ça qui représente le flux, le process, on peut appeler ça comme on veut. On se rend compte que notre process n'est plus assez adapté. Ça veut dire qu'il y a un blocage, il y a un problème dans notre productivité. On a juste le processus et donc on améliore nos chances d'avoir, de produire de la valeur plus rapidement. Cela favorise une culture d'apprentissage et d'adaptation continue. Ceci marque la fin de notre présentation rapide de Kanban.